Bonjour, Nous hello. avons l'honneur ensemble. Bonjour, bienvenue au premier événement du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 en collaboration avec la Société canadienne du sang et Emma Québec. Je m'appelle Caroline Faneuf. Je suis directrice des communications pour le groupe de travail. Donc, nous offrons l'interprétation simultanée aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, vous pouvez choisir d'écouter le webinaire en français uniquement, en anglais uniquement ou avec l'audio original. Alors, regardez au bas de votre écran, il y a un globe avec interprétation. Alors, c'est là où vous allez pouvoir choisir la langue que vous écoutez. Nous offrons l'interprétation simultanée pour ce webinaire. Regardez au bas de votre écran, il y a un globe écrit interprétation. Vous pouvez choisir d'écouter seulement en anglais, seulement en français ou dans la langue d'origine. Quelques autres petits points techniques. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site Web dans les prochains jours. Le clavardage a été désactivé pour les participants et il y aura une période de questions à la fin. Nous accueillons vos questions. En fait, vous pourrez poser vos questions en les saisissant dans la fonction questions et réponses au bas de l'écran et nous les lirons au présentateur. Sans plus tarder, j'aimerais présenter nos 4 intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Dr. Timothy Evans, le directeur administratif du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, Dr. Sheila O'Brien, la directrice associée du service d'épidémiologie et de surveillance et chercheuse principale de l'étude, Société canadienne du sang, Dr. Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et innovation et chercheur principal chez Emma Québec, Dr. David Buckridge, qui est le responsable scientifique du groupe de travail sur l'unité de la COVID-19 et gestion des données. Maintenant, je passe la parole à Timothy Evans. Tim. Merci, Caroline, et bienvenue à tous et à toutes. Welcome, everybody. I'll just provide a brief introduction. Je vais faire une brève introduction. Ensuite, nous passerons à la présentation. Quelques mots sur le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et son mandat. Nous avons été établis il y a un peu plus d'1 an, en avril 2020. Nous avons pour mandat d'évaluer l'étendue de l'infection par le SARS-CoV-2 au Canada, comprendre la nature de l'immunité découlant de l'infection, mettre au point des méthodes améliorées de détection des anticorps, veiller à ce que les gens y aient accès aussi. Et plus récemment, alors que les vaccins font partie du portrait, nous voulons surveiller l'efficacité et l'innocuité des vaccins au fil de leur déploiement au pays. Nous avons fait cela en essayant de catalyser, de tirer profit des conceptions d'études judicieuses et de faire appel à des établissements qui sont déjà conçus pour nous aider dans tous ces efforts. Nous mettons l'accent sur 2 de ces établissements aujourd'hui, Emma Québec et la Société canadienne du sang. Cliché suivant. La raison pour laquelle nous croyons que les données sérologiques sont si importantes, c'est que les tests pour l'infection aiguë ne nous donnent qu'une partie du portrait d'ensemble de l'infection qui découle du SARS-CoV-2. Et cela est lié à des enjeux un système d'essai qui n'était peut-être pas accessible aux gens qui étaient symptomatiques. Il y a beaucoup de cas d'infection aussi pour lesquels il n'y a pas de symptômes qui font en sorte que les gens vont se faire tester ou bien il n'y a pas de symptômes du tout. Dans ce portrait, ici, l'un des facteurs déterminants de la séroprévalence, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'étendue de l'iceberg sous l'eau, en plus de comprendre l'infection aiguë qui a été diagnostiquée avec la RT-PCR sur écouvillon, qui est au-dessus de l'eau. Pour ce faire, nous avons investi dans des études au Canada. Nous voulions aussi faire le suivi de ce qui se faisait à l'échelle mondiale. Nous avons mis au point quelque chose qui s'appelle Zero Tracker. Cliché suivant, s'il vous plaît. Zero Tracker, c'est
un système qui examine en temps réel, de façon continue, toutes les études de séroprévalence en cours à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un portail de connaissances qui fait le suivi et la synthèse des résultats des initiatives de sérosurveillance dans le monde entier. Nous avons commencé en avril de l'année dernière et c'est un complément important pour comprendre la situation au Canada en ce qui concerne la séroprévalence relativement à toutes les études à l'échelle mondiale. Cliché suivant. Jusqu'à présent, après avoir examiné plus de 1500 études dans 100 pays, englobant 15,4 millions de personnes. Donc, nous avons découvert que les estimations de séroprévalence provenant des études nationales sont faibles. Donc, l'immunité qui découle de l'infection, quand on examine les études nationales, le taux médian est d'environ 4,6 avec un écart interquartile d'1,9 à 7,7 Je crois que le résultat général que l'on observe entre les pays, c'est que après la première et la deuxième vague, la séroprévalence pour mesurer l'immunité issue de l'infection est faible. Il y a des variations entre les pays. Et quand on regarde l'effet iceberg, le nombre d'infections aiguës diagnostiquées avec la RT-PCR sur écouvillon nasal et qu'on fait une comparaison avec les nombres découverts par la séroprévalence, on a des ratios différents qui nous donnent une idée de l'ampleur de l'infection qui n'est pas révélée par les tests pour l'infection aiguë, mais c'est mieux révélé par la séroprévalence. Nous pouvons voir à droite de ce cliché que ces ratios varient. Ça peut être aussi bas que 4 fois autant de cas en Europe centrale, en Europe de l'Est, jusqu'à 10 fois dans les pays à revenus élevés. Cela inclurait le Canada, jusqu'à 13,1 fois en Amérique latine et dans les Caraïbes et en Asie du Sud, peut-être autant que 107 fois. De toute évidence, cela reflète tout un ensemble de conditions différentes relativement à l'étendue, à la portée des tests. Mais vous pouvez voir qu'il y a des variations régionales dans ces ratios. À quoi ressemble le bas de l'iceberg? Cliché suivant. C'est important de noter que dans ces travaux et pour la présentation d'aujourd'hui, grâce au travail de SeroTracker, on a découvert que les études sur les donneurs de sang sont représentatives de la population générale. Comment avons-nous procédé? Eh bien, nous avons examiné les niveaux moyens, les niveaux médians de séroprévalence dans des enquêtes auprès des ménages qui sont faites sur des populations représentatives versus le sérum résiduel qui est souvent entreposé par les agences de santé publique et les banques de sang. Nous avons découvert que la séroprévalence médiane est légèrement inférieure pour les banques de sang et le sérum résiduel à 4,2 comparativement aux enquêtes auprès des ménages à 6,9 que cette différence n'est pas significative si on regarde l'écart interquartile. Je crois que c'est très important pour aujourd'hui. Bon, aucun échantillon n'est parfait, mais ce que l'on observe par ces résultats empiriques grâce à SeroTracker, c'est que les banques de sang nous procurent une très bonne fenêtre pour voir ce qui se passe dans la population générale de façon plus large. Cliché suivant. Nous avons découvert, et c'est très important, après la première vague d'infection, grâce aux travaux d'EMA Québec et de la Société canadienne du sang, que la séroprévalence après la première vague au Canada était en fait très faible. Ici, pour les provinces, la séroprévalence est de 1 ou moins, même quand on examine les villes, en particulier les villes où il y avait plus de grappes d'infection, on peut voir que la séroprévalence, que le taux de séroprévalence ne dépassait pas 1,5 Il s'agit
d'un message de santé publique très important à envoyer aux décideurs politiques en juillet et en août, car ce que cela a dit, c'est deux choses. Premièrement, le premier côté positif, les Canadiens ont fait un magnifique travail pour limiter l'étendue de l'infection pendant la première vague. Mais en ce qui concerne la deuxième vague, et c'est le deuxième point qui est très important, donc en ce qui concerne le risque associé avec de plus amples développements de la pandémie, nous sommes restés à un niveau de risque très élevé vu le très faible niveau d'immunité dans la population. Et ce que nous avons observé comme de fait, c'est que la deuxième vague s'est déplacée, a touché de nombreux Canadiens depuis lors. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'examiner quel est le portrait pour la deuxième vague. Sur ce, mon cliché suivant, je passe la parole à Dr. Sheila O'Brien. Comme Caroline l'a dit, est directrice adjointe épidémiologie et surveillance et chercheuse principale à la Société canadienne du sang. Sheila. Merci, Dr. Evans. Cliché suivant. Ce tableau signale les cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Notre étude de séroprévalence a commencé au milieu de la première vague, au mois de mai. Je vais présenter des données jusqu'en janvier, dans la vague 2. Nous avons testé la vague 1. Nous avons arrêté pendant quelques mois pendant l'été. Vous pouvez voir, c'est en gris en août et septembre. Ensuite, nous avons repris le travail en octobre. Nous avons modifié l'essai en janvier. Je vais vous donner plus de détails là-dessus dans un moment. L'étude se poursuit. Il y aura plus de données à venir après janvier. Nous avons utilisé l'essai Abbott, Architect SARS-CoV-2 IgG, qui détecte les anticorps contre la nucléocapside. C'est indicateur d'une infection naturelle. En janvier, nous avons utilisé l'essai Abbott. Nous avons sérotatisé tous les échantillons avec le système Roche qui inclut un test contre les nucléocapsides et les protéines musculaires. Pour les protéines musculaires, on va détecter les anticorps pour la vaccination et pour l'infection naturelle. En comparant les deux, pour la nucléocapside, l'infection naturelle et la protéine spiculaire, donc qui est associée à l'infection naturelle et à l'immunisation, nous serons en mesure d'évaluer si l'infection est naturelle ou induite par le vaccin. Et c'est semi-quantitatif. L'essai Roche, ça sera utile pour déterminer l'impact de la deuxième dose. Les données ont été pondérées pour mieux refléter les données générales et faire l'ajustement pour les caractéristiques de l'essai. Ce cliché illustre la séroprévalence en fonction de l'âge lors de la première vague et ensuite en janvier 2021 en bas. Vous pouvez voir qu'à la vague 1, la séroprévalence était très similaire selon le groupe d'âge, très faible, moins de 1 %. Rendu en janvier, vous voyez qu'il y a une séparation claire. La séroprévalence est plus élevée dans le groupe des plus jeunes, en brun, à l'extrême droite, et ça devient plus faible alors que l'âge augmente. Quand on va vers la gauche, le bleu clair, le groupe d'âge des 60 ans et plus. Maintenant, on a calculé l'indice de défavorisation matérielle d'après le code postal, le revenu des ménages. Il y a peu de différence dans les quintiles pour la vague en haut à gauche, mais rendu en janvier, ceux qui se trouvent dans les quintiles les plus défavorisés en bleu clair à l'extrême droite ont un taux de séroprévalence beaucoup plus élevé comparativement à ceux qui sont moins défavorisés. Ces données ont été rendues disponibles au mois de mars à temps pour contribuer au déploiement des vaccins. Et dans certaines administrations,
Ils ont ciblé la vaccination dans les régions socio-économiques plus défavorisées. On a aussi identifié que les disparités croissantes chez les donneurs racisés comparativement aux Caucasiens. Ici, nous comparons la séroprévalence entre les 3 essais. En rouge, les 2 essais basés sur la nucléocapside sont très similaires. Le Roche est un peu plus élevé parce que c'est pour l'anticorps total. Ça inclurait les IgA et les IgM, mais aussi des infections plus récentes seraient révélées. C'est bon que ces deux-là sont similaires parce que cela veut dire que quand nous avons changé d'essai, nous aurons une continuité par rapport à ce qu'on mesurait avec le Abbott jusqu'en janvier et ensuite à l'avenir avec l'essai Roche. Vous pouvez voir que l'essai Roche est significativement plus élevé et c'est parce que ça inclut à la fois l'immunité induite par le vaccin et l'immunité induite par l'infection naturelle. Nous avons demandé à tous nos donneurs, quand ils font un don de sang, s'ils ont été vaccinés dans les 3 derniers mois. Dans cet échantillon, environ 35 000 donateurs, il y avait 511 donneurs qui ont déclaré avoir été vaccinés contre la COVID-19, environ 1,5 %. Rappelez-vous, c'était en janvier. La majorité des donneurs étaient de sexe féminin et âgés entre 25 et 39 ans. C'est cohérent avec le ciblage des vaccins vers les travailleurs de la santé. Il y avait 245 donneurs qui ont indiqué la date de leur vaccination. Le délai moyen écoulé depuis la vaccination était de 10 jours. Donc, il y avait beaucoup de gens dans cet échantillon en janvier qui avaient été vaccinés très récemment. Parmi ceux qui avaient été vaccinés il y a plus de 2 semaines, 95 % étaient réactifs selon les CS et les taux de vaccination étaient similaires selon la province, l'ethnicité et l'indice de défavorisation matérielle et sociale. Cette image illustre la corrélation des résultats entre tous les essais S Roche positifs et les essais N. C'est sur une échelle logarithmique. Vous pouvez voir les cercles rouges, c'est les donneurs vaccinés. En bleu, les donneurs qui n'ont pas déclaré avoir été vaccinés. À droite, ce gros nuage de bleu, ce sont les gens qui ont des anticorps nucléocapsidiques et avec une infection naturelle. Il y a quelques points rouges là. Ce sont les gens qui avaient été vaccinés, mais qui avaient aussi des antécédents d'infection. À gauche, cette colonne de cercles rouges principalement, ce sont les gens qui ont été vaccinés. S seulement, ils n'ont pas d'anticorps contre la nucléocapside et vous pouvez voir qu'il y a une distinction très claire entre ces S vaccinés seulement et les gens qui ont eu l'infection naturelle. Nous serons en mesure de faire la distinction dans une large mesure entre les personnes vaccinées et les gens qui ont eu l'infection naturelle grâce à ces 2 essais. Ce cliché illustre des tendances temporelles depuis que nous avons commencé les études de séroprévalence. La date la plus précoce, en avril. À gauche, la première moitié du graphique, c'est une séroprévalence très faible au pays. Ensuite, l'automne arrive. En novembre, on commence à voir une augmentation, mais à une séroprévalence encore très faible, moins de 5 % à tout moment, moins de 1 % à tout moment. Il y a une ligne en gris. C'est le N de Roche, ce n'est pas trop différent du N de Abbott. Et la ligne verte illustre le S de Roche. La différence entre la ligne grise et la ligne verte, c'est l'impact de la vaccination. Alors, à quoi nous attendons-nous dans les échantillons futurs? Eh bien, la ligne en gris pourrait augmenter un peu, mais la ligne verte, alors que le pourcentage de personnes vaccinées augmente, ça va augmenter encore et encore.
Voilà une comparaison selon la région au fil du temps. Pour la première moitié, à gauche du graphique, on peut voir que c'est similaire au cliché précédent. Il y a peu de choses qui se passent. La séroprévalence est faible. Ensuite, on commence la deuxième vague. Il y a une augmentation générale au Canada qui est déterminée par des taux augmentés en Alberta et dans les prairies. En conclusion, en janvier, la séroprévalence était encore assez faible, peu importe l'essai utilisé. Vous pouvez voir comment nous avons pu entrer avec très peu de séroprévalence, très peu de protection pour la phase 3. En janvier, 1,5 des donateurs ont signalé avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 et parmi ceux-là, ils ont mentionné leur date de vaccination et c'était trop tôt pour qu'ils aient une réaction immunitaire. Avec les essais N et S, nous sommes bien placés pour surveiller la réaction des anticorps avec le déploiement de vaccins et l'impact de la deuxième dose à l'avenir. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole virtuelle à mon collègue, Dr. Marc Germain. Merci, Sheila. Grand plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats des études de séroprévalence de la COVID qui ont été effectuées chez les donneurs de sang à Héma-Québec. Alors, dès le début de la pandémie, Héma-Québec a eu des discussions avec les autorités provinciales de santé publique en vue de prévoir justement des études de séroprévalence chez les donneurs de sang. Et ça, évidemment, dans le but d'estimer la progression de la pandémie dans la population générale. Il y a une première étude qui a été réalisée suite à la première vague autour du mois de mai de l'année dernière. Et je vais très brièvement vous rappeler les résultats de cette première étude. Mais ma présentation d'aujourd'hui va se concentrer davantage sur notre plus récente étude qui a été réalisée au début de l'année suite à la deuxième vague de la pandémie au Québec. Alors, cette étude a été réalisée auprès d'environ 8000 donneurs de sang qui se sont présentés pour donner dans une de nos collectes sur le territoire de la province entre la fin du mois de janvier et le milieu du mois de mars de l'année en cours. Je vous rappelle que le don de sang est accessible aux adultes de 18 ans et plus au Québec. Et en plus de devoir répondre aux critères habituels d'admissibilité au don de sang, les personnes qui ont récemment fait la COVID ne sont pas admissibles avant au moins 14 jours suivant la disparition des symptômes. Alors, le dépistage des anticorps a été effectué au moyen d'un test qui a été développé à Héma-Québec par l'équipe de recherche de la Dr Renée Bazin, en collaboration avec le professeur Andrés Finzi du CHUM. Il s'agit d'un test qui détecte les anticorps dirigés contre le spicule du virus et donc un test qui devient positif, soit après une infection ou une vaccination. Le test a été évalué au moyen de panels de sérum connus positifs et négatifs et il a démontré une très bonne performance en termes de sensibilité et de spécificité. Finalement, il est important de préciser que le même test a été utilisé dans les deux études de séroprévalence, soit celle réalisée en mai 2020 et celle réalisée plus récemment suite à la deuxième vague, ce qui facilite évidemment la comparaison des résultats et l'évaluation de la progression de l'infection dans la population. Alors ici, tout simplement pour vous illustrer le moment auquel on a prélevé les échantillons pour les deux études par rapport aux deux premières vagues de la pandémie, soit, comme je le mentionnais, en mai 2020 pour la première étude et en février-mars de l'année en cours pour l'étude la plus récente. Alors, voici à haut niveau les résultats qui ont été obtenus dans les deux études. Pour la première phase, on avait observé une séroprévalence de 2,2 %,
alors que la séroprévalence a été mesurée à 15% dans la deuxième étude qui a été effectuée plus récemment. C'est donc dire qu'en mars dernier, on estime que 15% de la population avait développé des anticorps contre la COVID au Québec, que ce soit à cause d'une infection ou de la vaccination. Alors, vous vous souviendrez évidemment que la vaccination a commencé dès le début de l'année. Et prochaine diapo, s'il vous plaît, en particulier chez les travailleurs de la santé, de sorte qu'on pouvait s'attendre à ce qu'une certaine proportion des donneurs qui ont été inclus dans l'étude ont pu développer des anticorps, non pas à cause d'une infection, mais à cause du vaccin. Pour les fins de notre étude, nous avons obtenu l'accès au registre de vaccination maintenu par le gouvernement, de sorte qu'on a pu identifier pour chacun des participants si il ou elle avait reçu le vaccin et à quel moment comparativement par rapport au moment où le don de sang a été effectué. Et de fait, il se trouve que près de 8% des participants dans l'étude avaient déjà reçu le vaccin au moment où ils ont été inclus dans l'étude. Il est d'ailleurs intéressant de noter que lorsque le délai entre le vaccin et le don est de 2 semaines ou plus, la très grande majorité des participants qui avaient été vaccinés ont des anticorps, ce qui est évidemment attendu, mais quand même rassurant quant à l'effet du vaccin. Si on pouvait cliquer pour montrer les taux. Alors voilà les taux là, qui sont bien tout près de 100% de séropositivité chez les personnes qui ont été vaccinées à 2 semaines et plus suivant le vaccin. Alors ici, on vous montre les résultats de séroprévalence par région socio-sanitaire du Québec, en incluant ou non les personnes vaccinées. Alors, la première chose à noter ici, c'est que lorsqu'on regarde uniquement les personnes non vaccinées, c'est-à-dire dans la colonne de droite, c'est maintenant 10% qui ont des anticorps, comparativement à 15% lorsqu'on regarde la séroprévalence totale. Ce qui veut dire qu'en mars dernier, c'est environ 10% de la population qui avait fait l'infection à la COVID. Les autres 5% ont des anticorps à cause du vaccin. Quand on regarde les résultats par région, on peut voir sans grande surprise que les taux de séroprévalence les plus élevés étaient retrouvés dans la grande région de Montréal, comme c'était d'ailleurs le cas aussi à la première phase. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les taux de séroprévalence chez les non-vaccinés avec les taux d'infection rapportés dans le système de santé dans chaque région et les chiffres concernant les taux d'infection diagnostiqués par PCR sont montrés dans la dernière colonne à droite, ici sur le graphique. Si vous pouvez cliquer pour bien montrer. Voilà. Alors, prochaine diapo. Donc, ici, sur le graphique, on voit justement la corrélation entre la séroprévalence mesurée chez les donneurs de sang sur l'axe des Y versus les taux d'infection rapportés dans le système de santé pour chacune des régions socio-sanitaires. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre les deux mesures, ce qui est très rassurant quant à la représentativité des données issues des donneurs de sang versus l'épidémie dans la population générale. Une autre donnée intéressante concerne la séropositivité en fonction du groupe ethnique et ça confirme les observations qui vous ont été mentionnées par ma collègue Sheila O'Brien, où on observe que le taux est environ 2 fois plus élevé chez les non-caucasiens comparativement aux caucasiens. Ça, c'est vrai autant chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Et en passant, c'est un écart qui ne semble pas s'expliquer par des différences quant aux indicateurs de déprivation sociale et matérielle, des résultats malheureusement que je n'ai pas le temps de vous présenter en détail. Alors ici, tout simplement pour vous mentionner qu'on a évalué la proportion des personnes qui ont pu passer d'un statut séropositif obtenu suite à la première vague vers un statut séronégatif, ce qu'on appelle la séroréversion. Et ça, c'était dans le but d'estimer l'impact de cette séroréversion sur les données de l'étude de phase 2.
Alors, en résumé, on a mesuré qu'environ 20 des personnes infectées à la première vague ont pu sérorévertir, c'est-à-dire obtenir un résultat séronégatif longtemps après leur infection. Alors, mais compte tenu qu'il y a eu beaucoup moins d'infections à la première vague, même en corrigeant les résultats pour ce facteur, les résultats que je vous ai présentés précédemment ne changent pas de façon significative et de sorte qu'en conclusion, la prochaine diapo, on peut donc affirmer qu'au Québec, à la sortie de la deuxième vague, c'était 15% de la population qui avait des anticorps contre le SARS-CoV-2. Et quand on extrapole ces données de séroprévalence chez les personnes non vaccinées à l'ensemble de la population adulte du Québec, ça se traduit par environ 600 000 infections, soit 3 fois plus que le nombre de cas recensés dans le réseau de la santé. C'est un facteur qui est tout à fait comparable avec ce qu'on avait mesuré lors de la première étude de séroprévalence. Ces résultats montrent aussi que la grande majorité de la population adulte québécoise demeurait susceptible d'être infectée à la COVID-19 au moment de l'étude. Et finalement, les données confirment que la très grande majorité des donneurs vaccinés développent des anticorps contre le SARS-CoV-2. Alors, je vous remercie et je vais maintenant passer la parole à notre collègue Dr. David Buckridge, qui est scientifique senior pour le CITF. David? Merci beaucoup, Dr. Jamin. J'ai le plaisir de vous présenter les travaux que j'ai dirigés au groupe de travail. Nous avons recueilli les résultats que vous avez vus des Québec et de la Société canadienne du sang et d'autres sont associés pour offrir des estimations régulières de la proportion la population canadienne qui a une immunité contre le SARS-CoV-2. Alors, nous avons utilisé SeroTracker et d'autres outils. Cliché suivant. Quelle est la méthode utilisée? L'objectif est de prendre le plus de renseignements disponibles possible, de trianguler les différentes sources de données. Ça inclut les estimations de séroprévalence dont vous venez d'entendre parler et d'autres indicateurs épidémiologiques réguliers comme la mortalité dans la population. On essaie d'exploiter les relations connues entre l'immunité et l'infection antérieure pour vraiment obtenir les meilleures estimations d'une façon continue quant à la population totale au Canada et dans la région canadienne qui ont une immunité. La mise en œuvre actuelle est un modèle statistique qui a été publié à la fin de l'année dernière. C'est ce sur quoi nous fondons nos travaux. C'est un modèle statistique en fonction des régions géographiques et qui nous permet d'extraire des données, de les réunir pour donner des estimations canadiennes et pour voir aussi ce qui se passe dans chaque région. Il y a d'autres sources de données avec lesquelles nous faisons de la triangulation. On examine les données quotidiennes sur la mortalité dans chaque région, le nombre de décès cumulatifs par âge et par sexe. On exclut les décès dans les établissements de soins de longue durée et nous avons aussi des données sur les ratios infection et létalité spécifiques par âge et par sexe, le ratio entre le nombre d'infections véritables et le nombre de décès observés dans la population et bien sûr les données sur la séroprévalence. Cette approche nous permet aussi d'incorporer des données sur la vaccination. Mais aujourd'hui, nous allons transmettre des données sur l'immunité par l'infection naturelle jusqu'à la mi-février à peu près. Plus tard, nous aurons des résultats grâce à cette méthodologie qui inclura des données sur la vaccination. Les résultats principaux pour le Canada. Dans le graphique à gauche et dans la figure à droite, 4,2 %. Voilà la première estimation à la mi-février jusqu'au 18 février avec les intervalles. Vous voyez que ça passe de 3,5 à 5. C'est presque la même chose. D'après la médiane signalée par Dr. Evans au début de la présentation. Pour un pays comme le Canada, quant au niveau d'immunité naturelle qu'il y a par l'infection. Dans un pays comme le Canada, vous pouvez voir la courbe à gauche qui est plus foncée. Au milieu, c'est la moyenne. Il y a un intervalle de 50 % de crédibilité. En ce qui est plus clair, c'est l'intervalle. En avril, il y a une montée importante. En octobre, en décembre aussi, cela correspond à la première et à la deuxième vague. Comme je l'ai mentionné, nous pouvons examiner cela par région.
Le modèle peut se faire de la sorte, comme on peut le voir à l'écran. Les tracés sont petits, c'est difficile de comprendre. Là, je vais passer à un tracé plus gros dans un moment. Mais ce que je veux illustrer, c'est que tous ces tracés sont à la même échelle. 10 c'est la ligne supérieure. On peut voir que pour certaines provinces comme le Manitoba, par exemple, la Saskatchewan, il y a des estimations assez élevées. D'autres, comme les provinces de Maritimes, avaient des estimations assez faibles. Donc, le message, vous l'avez déjà entendu, il y avait des variations régionales importantes au pays, mais en tout et partout, rendu à la mi-février, à la deuxième vague, presque toutes les régions au Canada et le Canada dans son ensemble avaient une proportion assez faible de personnes avec une immunité par une infection naturelle contre le SARS-CoV-2. Si on examine plus en détail la situation pour voir comment le modèle fonctionne, comment on incorpore les différentes estimations, voici deux régions, Alberta et l'Ontario. Alberta à gauche, Ontario à droite. Ce que je vous montre, c'est le résultat du modèle pour tout le Canada, la ligne, mais je vous montre aussi la séroprévalence, les estimations en matière de séroprévalence avec les petits points traversés par une ligne verticale avec l'intervalle de confiance. Les estimations en rouge sont celles qui ont été données par la Société canadienne du sang. Vous voyez que ces estimations sont très valables pour essayer de calibrer la courbe. La raison pour laquelle en Ontario, la ligne ne passe pas par tous les points, c'est qu'on essaie de faire de la triangulation, on essaie de comparer ces estimations à d'autres types de données pour essayer d'obtenir la meilleure concordance de modèles, pour tenir compte de toutes les données possibles. Les colonnes en bleu pâle que vous voyez dans tout le tracé sont les intervalles temporels couverts par les différentes estimations de séroprévalence qui s'intègrent dans le modèle. Comme dans tout processus de modélisation statistique, c'est important de vérifier les hypothèses, de faire de la validation du modèle par diverses perspectives. C'est le travail que nous avons fait à fond et que nous allons continuer. Il y a plusieurs façons, plusieurs résultats du modèle à l'écran. On essaie de valider. Le tracé à gauche montre les estimations du modèle pour le ratio infection-létalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, le ratio est assez faible dans les groupes d'âge plus jeunes et augmente dans les groupes d'âge plus âgés. On note aussi qu'il y a une différence en fonction du sexe dans les groupes d'âge plus âgés, particulièrement le ratio infection-létalité chez les hommes. Et ces estimations sont très similaires à ce que nous voyons dans les écrits scientifiques en matière de ratio d'infection-létalité en fonction de l'âge et du sexe. Il y a d'autres stades de validation qui nous donnent confiance en nos modèles, mais il y a des limites à noter. Il y a un petit nombre d'estimations de la séroprévalence disponible, particulièrement dans certaines régions au Canada, comme Dr. Germain l'a mentionné. Dr. Brian aussi, la séroréversion est un problème. Les gens pourraient perdre leurs anticorps, peut-être qu'ils ne sont plus détectables. Donc, après l'infection, on ne tient pas compte de cela dans le modèle encore et ça va légèrement augmenter la validité une fois qu'on le fera. Nous avons aussi fait notre mieux pour ajuster les essais. Tout ça, c'est fait en fonction d'un modèle, mais ce n'est pas ajusté en fonction d'un groupe de référence commun. Ça, c'est du travail qui reste à faire. Et il y a aussi du travail à faire pour faire un ajustement partiel pour le biais d'échantillonnage qui pourrait influencer la façon dont les estimations sont disponibles. Mais nous faisons le mieux que nous pouvons pour faire cet ajustement avant de les inclure dans le modèle. Maintenant, les prochaines étapes. On va essayer d'examiner l'unité d'ensemble. Ces estimations concernent seulement l'unité par l'infection naturelle. Mais bien sûr, alors que la couverture vaccinale augmente de façon importante, la contribution de la vaccination à l'immunité dans la population est beaucoup plus importante. Alors, ça serait de combiner l'immunité naturelle et d'origine vaccinale dans le même modèle. Il faudra utiliser les données chronologiques sur la couverture vaccinale et il faudra aussi utiliser des données comme ceux mentionnés par Dr. Brian. Donc, des essais sur la séroprévalence grâce auxquels on peut faire une distinction entre l'unité d'origine infectieuse et d'origine vaccinale. Aussi, on va améliorer l'ajustement des estimations de séroprévalence pour les biais d'échantillonnage, comme je l'ai déjà mentionné, pour les caractéristiques des tests aussi, où nous allons améliorer l'estimation des infections réelles par l'ajout de données chronologiques sur les cas. D'autres renseignements, on met avant tout l'accent sur les données liées au décès, mais on pourrait avoir des données de la détection d'antigènes dans un contexte clinique aussi. Pour résumer, les travaux que je vous présente, dirigés par le groupe de travail, visent à faire la synthèse de multiples sources de données pour avoir les meilleures estimations de la séroprévalence cumulative, la proportion de la population qui a une immunité
au Canada et en fonction des régions. Comme je l'ai dit, nos estimations initiales indiquent que quand tout est partout, il y a de faibles taux d'immunité émanant de la deuxième vague. Mais nous avons vu une certaine variation de l'immunité naturelle d'une région géographique à l'autre dans la modélisation que nous avons réalisée. Ces types d'estimations seront publiées par le groupe de travail dans chaque mois à partir de maintenant. Comme je l'ai mentionné, à l'avenir, nous allons aussi intégrer des données sur la vaccination. Il y aura des améliorations continues au modèle. Sur ce, je passe la parole au Dr. Evans. Great. Thank you very much. Merci beaucoup à nos présentateurs, Dr. O'Brien, Dr. Germain, Dr. Brockridge. Nous avons maintenant l'occasion de répondre à vos questions. Je demanderai à Caroline Faneuf de distribuer les questions. Il y en a un grand nombre dans le clavardage. Alors voilà. Et si vous voulez poser vos questions en direct, allez-y. Merci beaucoup. Donc, une première question. La suivante, c'est pour Dr. O'Brien. Merci beaucoup de cette présentation. Donc, on demande des éclaircissements sur les deux clichés présentés par Dr. O'Brien sur les données sur l'âge et la défavorisation matérielle. On demande quel essai a été utilisé pour ces tests, donc les tests de nucléocapsides. Merci beaucoup, Vanessa. C'était l'essai Abbott nucléocapside. J'ai fait cela parce que c'est mieux de comparer avec le même essai. Des périodes de temps différentes. À partir de maintenant, nous allons utiliser le Roche. Mais ça, c'était avec le Abbott nucléocapside. Très bien, merci beaucoup. Question suivante s'adresse à Marc Germain. Est-ce que les résultats pour la séropositivité pour l'étude de Québec reflétaient 2 doses ou 1 dose? Est-ce que c'est sous-catégorisé par type de vaccin? Eh bien, écoutez, il faudra que je vérifie les données, mais je crois que la grande majorité, sinon la totalité des participants n'ont reçu que leur première dose de vaccin, car la campagne de vaccination ne venait de commencer seulement. Donc, pour la vaste majorité, là, cela reflète la séroconversion après une première dose vaccinale. Le registre contient des informations quant au type de vaccin. Nous n'avons pas examiné cela encore. Nous le pourrions. Je soupçonne que vu le très haut niveau de séropositivité après la première dose, en fait, 2 semaines après, on verra peu de différence. Mais c'est à évaluer en examinant les données. Ça pourrait être intéressant de voir si le taux de séroréversion varie en fonction du type de vaccin. Je ne suis pas certain si nous disposons de suffisamment de données, mais ça sera intéressant à examiner. Merci beaucoup, Dr. Germain. Question suivante. Il semble que la plupart de ces analyses très précieuses jusqu'à présent ont été réalisées pendant de séries d'infections. Quand pouvons-nous avoir des estimations de prévalence qui inclut la 3e vague dans les régions où il y a une 3e vague et où ces résultats seront publiés? Quand seront-ils disponibles, Dr. O'Brien? Est-ce que vous voulez répondre d'abord pour la Société canadienne du sang? Oui. Nous sommes passés au système Roche dans notre laboratoire. Nous n'avons pas testé pour le mois de février, mais mars, ça a été fait. Nous aurons un rapport dans les 2 à 3 prochaines semaines. On fait les tests pour avril maintenant et ça viendra sous peu. Ensuite, nous commencerons au mai. Alors, dans les prochaines semaines, là, il y aura beaucoup plus de données. Très bien. Dr. Brockridge, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, merci.
C'est notre première publication de modèle. On essaie de synthétiser différents résultats. Nous produisons ces résultats mensuellement. Donc, il y aura d'autres publications qui incorporeront de plus amples données associées à la troisième vague et dans l'avenir. Très bien. Tim? Dr. Evans? Oui, merci. J'aimerais dire que le groupe de travail a un certain nombre d'autres études de séroprévalence pour lesquelles nous nous attendons à obtenir des données dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, y compris de Statistique Canada, ainsi que d'autres sources. Alors voilà, tout cela sera mis en ligne, ça sera utilisé par Dr. Buckridge pour ajouter au modèle et on devrait ajouter donc aux données sur l'immunité qui émanent de la vaccination. Très bien, merci. Question suivante pour Sheila. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer la séroconversion dans vos données? Est-ce que c'est plus élevé pour le anti-N plutôt que le anti-S? Selon vous, comment est-ce que ça pourrait accroître la séroprévalence? Non, nous n'avons pas fait cet ajustement dans les résultats que je vous ai montrés. Nous menons une étude distincte. Certains des résultats se trouvent dans ces données où nous avons comparé les résultats des tests d'Abbott avec différents essais. Et au fil du temps, il y a plus de séroréversion. Je crois que ça pourrait être jusqu'à 50 de plus ou le double en janvier. Très bien, merci. Une question pour Marc Germain. Les données d'Emma Québec suggèrent-elles une période temporelle pour la séroconversion ou un rythme de diminution? C'est une très bonne question. Évidemment, quand nous avons estimé le taux de séroréversion chez les personnes qui avaient été séropositives pendant la première vague, nous n'avions que 2 points temporels pour mesurer les anticorps la première fois quand ils ont testé positif et 7 à 10 mois plus tard pour voir si c'était encore positif ou pas. Donc, nous n'avons pas de portrait clair quant à la cinétique, quant à la façon dont ces anticorps se sont dégradés. Toutefois, mon collègue René Bazin, en collaboration avec Dr. Findy, ont examiné le profil de dégradation des anticorps dans les donneurs de plasma convalescent. La dégradation, si je me rappelle bien, commence à 10-12 semaines après l'infection. Ensuite, ça continue à baisser. Je ne sais pas précisément car je ne crois pas que nous avons fait un échantillonnage sériel après cette période de temps, même chez ces donneurs. Mais après plusieurs mois, c'est une proportion moindre des donneurs de plasma convalescent chez qui il y a une séroréversion. C'est probablement dû au fait que, comme ils ont été identifiés comme ayant été infectés, ils étaient symptomatiques. On savait les gens avec des symptômes tentaient à avoir des anticorps plus persistants comparativement à ceux qui étaient asymptomatiques. Et aussi, le taux de séroconversion chez ces donateurs qui étaient séropositifs pendant la première vague. Bon, il fallait tenir compte du fait que, vu la très faible prévalence, il y en avait probablement une bonne proportion de faux positifs au départ. Alors, c'est normal qu'on en verrait certains d'entre eux qui deviennent séronégatifs. Voilà pourquoi les estimations de séroréversion en tout et partout se trouvent dans l'ordre de 20 Mais en ce qui concerne la cinétique, à savoir quand est-ce que ça devient négatif, on ne le sait pas encore. Merci, Dr. Germain. Dr. Buckridge, cette question vous est adressée. Est-ce que les enfants sont inclus dans le dénominateur des taux d'immunité? Dans la modélisation, oui, nous incluons les enfants dans le dénominateur. La population générale, bon, ça dépend de la source. Parfois, il y a des tâches chez les enfants, d'autres pas, mais de façon générale, oui, ils sont inclus dans le dénominateur pour le travail fait sur les modèles. Très bien, merci. Je ne sais pas qui me répondre à la question suivante. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des données sur les peuples autochtones? Je peux y répondre facilement pour Emma Québec. Malheureusement, non. Je ne sais pas si Sheila a quelque chose à ajouter. Très peu. Dr. Evans, allez-y.
Il y a d'autres études dans le portefeuille du groupe de travail qui ont des taux de pourcentage de populations autochtones plus importants. Et dans le contexte de la surveillance vaccinale, il y a des études qui examinent la séroprévalence ainsi que un certain nombre d'autres questions en matière de sécurité et d'efficacité des vaccins auprès des populations autochtones. Merci, Tim. En français, pour Dr. Germain. Comment expliquer la séroprévalence beaucoup plus élevée chez les Noirs et les Latinos? Très bonne question et malheureusement, je n'ai pas l'explication. Il faut se rappeler que le principal objectif de cette étude-là n'était pas d'étudier les disparités entre les groupes ethniques. C'est un peu une trouvaille en bonus de l'étude. Je pense que le résultat est très robuste parce qu'il a été observé aussi dans l'étude réalisée par les collègues de la Société canadienne du sang. Ce qu'on a fait comme analyse jusqu'à présent, comme je le mentionnais dans ma présentation, c'est que lorsqu'on stratifie en fonction des indices de déprivation sociale et matérielle, la différence persiste entre les groupes ethniques, donc ça ne semble pas s'expliquer par des différences de statut socio-économique. Mais honnêtement, je pense que ça prendra d'autres études pour explorer les raisons profonde de ces divergences-là. Est-ce qu'il s'agit de comportements différents en termes de protection, de distanciation sociale ou d'autres facteurs qu'on ne connaît pas? On n'a pas la réponse à ce moment-ci. Je pense que c'est pour l'instant une observation intéressante pour générer des hypothèses de recherche, mais je doute qu'on va pouvoir répondre à la question simplement sur la base des données accumulées dans nos études respectives. Merci, Dr. Germain. I think this is more for. Je crois que cette question s'adresse plus au Dr. O'Brien et au Dr. Buckridge. Est-ce que la grande proportion dans la phase 1 par rapport à la phase 2 au Québec a été observée dans d'autres provinces, la proportion des donneurs de sang? Nous avons observé une augmentation importante dans les provinces de l'Ouest, en Manitoba particulièrement et en Alberta. La pandémie a été différente en fonction de la province, c'est certain. Dr. Buckridge, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Pas vraiment, non. Nous avons observé ces mêmes tendances. Il y a eu une augmentation importante entre la première et la deuxième phase au Canada, particulièrement dans les prairies, au Manitoba, en Saskatchewan. Pourquoi? Bon, si on examine ce qui se passe dans les provinces, même, il y avait beaucoup de variations aussi. Alors, comme on l'a mentionné précédemment, il y a beaucoup de variations, mais la moyenne correspond aux autres pays aussi, donc autour de 4,2 %. Dr. Evans, je vous pose cette question. Comment le Canada se compare-t-il aux États-Unis en termes de taux de séroprévalence pré- et post-vaccination? Merci beaucoup. La réponse simple, c'est que nous n'avons pas de comparaison de séroprévalence ajustée pour le moment. Il pourrait nous permettre de comparer le Canada avec les États-Unis en ce qui concerne l'infection, en ce qui concerne l'immunité acquise par l'infection et par la vaccination. Mais de façon générale, l'immunité acquise par l'infection aux États-Unis a été plus élevée qu'au Canada. Conséquemment, cela reflète le fait que si on examine leur valeur initiale pour l'immunité acquise par l'infection avant le début de la vaccination partout aux États-Unis, c'était probablement plus près de 10 à 15 %. Encore une fois, il y a eu beaucoup de variations intéressantes. Maintenant, bien sûr, avec l'immunité acquise par la vaccination, nous l'avons observé, le déploiement de la vaccination a été rapide. Alors, on peut voir qu'ils atteignent probablement
des niveaux de 40, 50 à 60 pour l'immunité acquise par l'infection vaccinale en ce moment. Ce sont des variations intéressantes. Merci. Nous avons beaucoup de questions encore. Malheureusement, nous n'avons le temps d'en prendre encore une avant de conclure. Pour Dr. Brian et Germain. Donc, en matière éthique, est-ce que vous pourrez examiner les corrélats entre les groupes sanguins et les taux d'infection naturelle? Oui, oui. Dr. Germain? Dr. Germain? Eh bien, au plan éthique, il faudrait obtenir la permission de notre conseil, mais je n'anticipe pas de problème. En fait, ce type d'étude a été réalisé par d'autres groupes. Donc, bien franchement, je ne me suis pas tenu au fait du consensus général à cet égard, mais nos résultats pourraient être utilisés à cette fin. Notre ensemble de données, oui, pourrait être utilisé à cette fin. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais remercier nos 4 intervenants, Dr. O'Brien, Buckridge, Evans et Germain, de leur présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore une fois, la présentation en français est disponible dans le clavardage. Si vous souhaitez la télécharger, les présentations anglaises et françaises seront disponibles sur notre site Web demain. Donc, groupe de travail sur l'immunité face à la COVID.ca et sera disponible sur le site Web sous peu. Nous prendrons note des questions qui ont été posées auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Nous essaierons d'y répondre sur notre site Web dans les prochains jours. Aujourd'hui, je vais vous rappeler que la présentation en français est disponible dans le chat en ce moment. Elle sera aussi disponible sur notre site Web demain, ainsi que la présentation en anglais seulement. Et le webinaire en français et en anglais séparément seront sur notre site Web dans les prochains jours. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon après-midi. Have a great afternoon. Bon après-midi.